Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'incroyable chapitre 1053 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir que je vais changer de format. Je vais continuer à revenir sur les éléments du chapitre en vous l'illustrant avec les pages du scan, mais je vais désormais fonctionner en thème et non en lecture chronologique. Si par exemple on parle des primes en début de scan et des empereurs en fin de scan, le sujet étant proche, je vais alors rassembler ces deux thèmes. J'espère que ça vous plaira et on perd pas plus de temps, donc c'est parti. Le chapitre débute en force avec notre bien-aimé Morgans qui diffuse des nouveaux avis de recherche émis par la marine. En bon défenseur de la vérité, il continue à pisser sur le gouvernement en diffusant un avis qui n'est clairement pas au goût des 5 doyens. L'affiche de Luffy est incroyable. La photo est prise sous sa forme du Jonica et je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est plutôt une bonne surprise. Au-delà du retour de Joy Boy, Morgans a désobéi au gouvernement en laissant le dit à Luffy. Cette réflexion de l'un des doyens est vraiment surprenante et assez stupide. Le monde entier connaît le nom de Monkey D. Garp ou même de Dragon et ils savent tous que Luffy est son fils. Si tu retires le dit à Luffy, c'est au contraire à ce moment-là que la population trouvera ça étrange. Bref, ce que dit le doyen c'est débile et évidemment que le dit de Luffy ne peut pas du tout être caché. Après qu'il s'énerve parce que Morgans a diffusé l'image de Nika, je peux comprendre. Tous les avis de recherche de tous les pirates et de tous les temps montraient leur forme classique et non leur forme hybride ou divine. Cette affiche particulière va évidemment intriguer les habitants du monde entier et certains pourraient faire le rapprochement entre Luffy et la légende de Joy Boy. Bref, on arrête de papoter et on aborde évidemment le montant des primes dévoilées. On n'aura pas encore le droit à celle de l'équipage, mais les 3 primes révélées sont incroyables. Luffy, Kid et Law ayant tous les 3 vaincu un Yonko, ils sont récompensés par une prime énormissime de 3 milliards de berries. Est-ce que c'est justifié, me direz-vous, et je vous répondrai que oui. Que ça soit pour Kid et Law ou bien pour Luffy, nos 3 alliés ont démonté un empereur, et que ce soit en duo ou en solo, c'est tout de même un exploit puisque personne ne l'avait jamais fait en plusieurs décennies. Nos 3 pirates ne sont plus de simples supernovas, et c'est parfaitement logique que leur prime dépasse celle de second Yonko située aux alentours des 1 milliard, 1 milliard 5. Petit point perso, mais j'avais théorisé la prime de Luffy à 2 milliards 30 millions de berries lors de ma toute première vidéo et je me suis clairement trompé. Je théorisais pas une prime de 6 milliards comme je le vois beaucoup sur Twitter donc je suis pas si mal, mais surtout à l'époque on savait pas que Luffy était un dieu et forcément ça a joué sur la prime. On va pas se mentir, on était deux camps. Ceux qui voyaient Luffy dépasser la prime de Kaido puisqu'il l'a vaincu et ceux qui voyaient comme moi que la prime de Kaido est due à une vie entière de piraterie et c'était évident que Luffy ne la dépasse pas. Bref, je suis content des primes et c'est vraiment mérité pour Kid, Law et Luffy. On va maintenant aborder les nouveaux empereurs du monde de One Piece puisqu'ils sont liés aux primes qui viennent juste de tomber. J'étais convaincu que Kid et Law seraient les nouveaux empereurs mais il n'en est rien et c'est vraiment pas plus mal. J'aime beaucoup les deux supernovas mais comme je vous l'avais dit dans le dernier chapitre, ils ne méritent pas d'être Yonko parce qu'ils n'ont ni l'accès aux informations ni l'armée nécessaire. En revanche, Luffy devient évidemment un Yonko et les gars je crois qu'on réalise même pas à quel point c'est fou. Alors oui, c'est évident qu'il le soit mais juste posez-vous 2 secondes, rappelez-vous le gamin perdu en mer dans un tonneau et dites-vous que ce blaireau est un des Yonko. Je vais pas lâcher une larme non plus, mais vraiment ça fait trop du bien et je suis objectivement hyper heureux de cette nouvelle. Luffy est un empereur, va falloir que je me le dise 100 fois avant de réaliser, mais c'est vraiment incroyable. La suite est tout aussi dingue puisque le 4ème empereur est Baggy le clown. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir cette place, c'est évidemment la grande question. Baggy est le personnage préféré d'Oda et s'il était devenu Shichibukai sans que personne ne comprenne pourquoi, alors ça me choque pas qu'il soit devenu Yonko. Si on observe la progression de Luffy, on peut supposer que Baggy a énormément progressé depuis le temps malgré le fait que je pense pas qu'il soit aussi puissant que Luffy, Shanks ou encore Teach. En réalité, je pense qu'il a obtenu sa place de Yonko non pas par sa puissance mais par ses alliés et surtout par son passé. Un ami m'a évoqué le fait que Baggy aurait peut-être les copies des poneglyphes de Roger, ce qui est une théorie intéressante donc je fais un petit clin d'œil aujourd'hui. Ma théorie personnelle est également liée au passé. Lors de l'arc Impel Down, Luffy a remis une carte au trésor appartenant au Capitaine John à Baggy. On a appris par la suite que cet homme était un ancien Rox et je me dis que Baggy a peut-être trouvé quelque chose d'exceptionnel là-bas le propulsant au sommet de la piraterie. Allez, pour conclure sur Baggy, je pense qu'il a certes gagné en puissance mais qu'il est surtout Yonko pour les informations qu'il possède. Les 4 nouveaux empereurs sont tous des disciples de légende. Shanks fut formé par Roger tout comme Baggy, Teach fut entraîné par Barbe Blanche, l'ancien Rox et Luffy fut formé par Riley et élevé par Shanks. Toutes ces légendes auront laissé derrière elles de véritables monstres et les nouveaux empereurs me conviennent tout à fait. Allez, on enchaîne avec un moment qui m'a fait hurler de joie quand j'ai tourné la page du scan. Je vous l'avais dit les gars, Robin est en sécurité et elle est bel et bien occupée à lire le poneglyphe de Wano. On sait pas si c'est bien le road de Kaido mais en tout cas c'est encore un poneglyphe différent de celui que Law avait trouvé sur Onigashima. J'espère que c'est bien une stèle rouge ce qui signifierait que Luffy détient désormais 3 des 4 poneglyphes pour atteindre Loftel. Bref, Robin va bien et elle discute avec Itetsu, le forgeron d'Enma et le protecteur d'Otama. Notre Nakama est intrigué par les poupées disposées dans la pièce et Itetsu nous apprend que c'est l'endroit dans lequel il forge ses sabres. Aucun lien n'est établi mais on peut très bien imaginer que ces poupées sont liées à l'âme présente dans ses sabres. C'est vraiment flou et j'arrive pas à théoriser quoi que ce soit là-dessus mais Oda ne nous a pas montré ces poupées pour rien, d'autant plus qu'on est dans la forge du mythique créateur du Sandai Kitetsu de Zoro. C'est au même moment que cet homme nous révèle sa véritable identité.
J'étais un peu choqué sur le coup, mais ce vieillard est en fait le père d'Oden et l'ancien souverain de Wano Kuni, Kozuki Sukiyaki. Il annonce ne pas avoir désiré faire son retour, lui qui avait trahi son pays en permettant l'ascension d'Orochi. Il voulait d'ailleurs faire le seppuku, mais il a renoncé sûrement grâce à Otama. Bref, cette information n'est pas si importante puisqu'il ne prétend pas au trône et ne souhaite pas révéler sa véritable identité au peuple. Je pense qu'il a raison et c'est mieux pour tout le monde, mais c'est quand même fou de savoir que les sabres d'Oden sont en fait créés par son propre père. Une petite information qui peut être importante mais qui ne le sera probablement pas, c'est que désormais 2 personnes dans le monde peuvent lire un poneglyphe avec Robin et Sukiyaki Kozuki. Dernière information et pas des moindres, Pluton est bel et bien sur Wano comme l'avait appris Robin sur le poneglyphe d'Alabasta. C'est Sukiyaki lui-même qui confirme la localisation de l'arme antique et le navire de guerre mythique n'est finalement pas le Sunny. Franky s'est inspiré des plans lors de la construction du navire, c'est sûr et certain, néanmoins la version antique de Pluton est toujours existante et est en possession du shogun de Wano Kuni. On passe ensuite à un autre sujet du chapitre qui est tout autant voire même encore plus incroyable que le reste du scan. On est aux côtés des alliés de Kaido qui se remettent petit à petit de leur défaite 7 jours auparavant. Ils sont toujours très mal en point mais ils se font attaquer par l'amiral Ryokugyu et on a énormément de choses à dire sur ces 2 petites pages. Déjà on commence par la révélation du physique ainsi que des pouvoirs du taureau vert de la marine. L'amiral détient un pouvoir vraiment intéressant qui lui permet d'utiliser les végétaux afin de puiser les nutriments de ses ennemis. Un peu comme Crocodile qui peut assécher quelqu'un, l'amiral est en capacité d'aspirer tous les éléments qui permettent la vie en chacun. C'est un point que j'ai kiffé et je vous le dis, son fruit me fait flipper. Le deuxième point abordé révolutionne le rang d'amiral dans les esprits des fans de l'œuvre. Le taureau vert est en train de pulvériser Queen et King en même temps. Alors certes, ils sont très mal en point, mais ça reste des seconds Yonko et que Ryokugyu les démonte aussi facilement, c'est révélateur. En effet, on était tous à peu près d'accord pour dire qu'un amiral était égal à un second Yonko. Que ça soit Akainu qui se fait monter en l'air par Barbe Blanche en 15 secondes ou encore Riley qui calme Kizaru, les amiraux ne faisaient pas preuve d'une si grande puissance jusqu'à présent. Avec cette intervention de Ryokugyu, je pense vraiment qu'un 3ème rang est désormais d'actualité. On a les Yonko qui sont au sommet, suivis des amiraux et des seconds. L'écart entre un empereur et un second est tellement grand que je trouve ça assez cohérent d'ajouter une catégorie intermédiaire avec la catégorie amiral. L'amiral va terminer son apparition en demandant l'arrivée d'un navire de guerre de la marine pour emprisonner King et Queen, mais il ne s'arrête pas là. J'avais dit qu'il était venu pour capturer Robin, mais au final pas du tout. Ce grand malade est en fait sur Wano Kuni pour s'occuper de Luffy. Je pense qu'il a vrillé dans sa tête d'imaginer pouvoir atteindre le chapeau de paille, même si son calme me fout un doute. C'est fait exprès de la part d'Oda, il paraît tellement sûr de lui qu'on s'imagine qu'il pourrait vraiment rivaliser avec Luffy, mais les gars, rappelez-vous le nombre de personnes qui se croyaient nettement supérieures à lui et qui se sont fait exploser en 2-2. Je pense qu'il va regretter d'avoir désobéi à Sakazuki s'il se fait botter le cul par notre capitaine. Il pense pouvoir s'en occuper, mais Akainu est bien plus au courant de la force présente en Luffy et lui a bien dit de ne pas y aller. A mon avis, il va en effet poursuivre Luffy, mais il doit faire attention à n'être vu par personne parce qu'il n'a pas le droit d'être sur Wano qui est un pays fermé et il n'arrivera même pas à atteindre la capitale des fleurs qui est devant lui. Allez, on passe ensuite à un petit passage plus calme avec Luffy qui avait demandé à Momo de ne pas parler de lui à la population afin que le nouveau shogun soit vu comme le héros du raid. C'est jamais plaisant de voir notre capitaine ne pas être acclamé par la foule, mais en soi c'est parfaitement cohérent. Il a toujours été comme ça, à ne pas se mettre en avant lorsqu'il sauve un royaume comme à Alabasta par exemple. C'est même encore plus fort de sa part de délibérément renoncer au succès pour que Momo en profite. On s'attarde pas sur le sujet puisque Kid va venir perturber la petite fête. Son attitude est logique mais ça me fume de rire quand même. Il débarque pour demander des comptes à Luffy qui est empereur tandis que lui ne l'est pas. Kid annonce vouloir tuer Luffy dès maintenant pour prendre sa place, notre capitaine répond en prenant son rival dans ses bras et l'image est super sympa. Allez, dernier point avant la conclusion et ce point est ultra important. La dernière phrase de Ryokugyu est un bangers complet. Il dit que le monde extérieur est un vrai foutoir et s'il dit ça c'est qu'en dehors de Wano ça pète de partout. On va en parler dans une prochaine vidéo, mais entre Vivi, Sabo, les Shishibukai, Teach qui bouge et maintenant les nouveaux empereurs, on peut dire que le monde est parti en couille et Luffy ne va pas tarder à le découvrir. Quand nos Nakama vont quitter Wano et enfin recevoir le journal, ils vont assurément apprendre toutes les dingueries qui se sont passées pendant que l'équipage était coupé du monde. Un autre élément qui prouve que ce n'est pas une phrase en l'air, c'est que bien avant dans le chapitre, l'amiral affirme que la marine est trop occupée pour venir à Wano s'occuper des sbires de Kaido. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est sur Wano et on a complètement été coupé des informations comme si on était nous-mêmes au pays des samouraïs. C'est un coup de génie d'Oda de nous avoir plongé dans ce pays sans nous dire ce qui se passe ailleurs et je vous assure que ça va faire mal. Bon l'équipe, on va conclure sur ce chapitre incroyable. Je sais pas pour vous, mais perso je le place dans le top 10 des chapitres que j'ai lus depuis que j'ai commencé les scans sur Dressrosa. C'est un chapitre monumental, cohérent, flippant, intriguant, bref, Oda est un pur génie une fois de plus. Les nouveaux empereurs sont vraiment stylés, Robin va bien, Ryokugyu semble surpuissant, bref, beaucoup trop d'informations et de questions qui se soulèvent. Les amiraux sont-ils finalement supérieurs au second Yonko? L'amiral va-t-il attraper Luffy? Pourquoi Baggy est empereur? Et j'en passe. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du chapitre 1054 qui sera le dernier avant la pause d'Oda. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me donner un maximum de force. Allez sur ce l'équipe, portez-vous bien et à bientôt!